activités en ligne dans tout au long du jour du festival qui mettaient en lumière les dialogues et la collaboration. Nous pensons que dans ces moments, et plus que jamais, il faut s'en parler, il faut travailler ensemble. Ça sera un forum plus adapté aux professionnels en forme et en horaire, où vous pourrez découvrir de nouveaux projets, apprendre des experts et faire de networking depuis vos maisons. Pendant cette édition, nous vous proposons des panels avec des réalisateurs et des producteurs expérimentés qui parleront de la production en temps de Covid, du financement du cinéma d'auteur ou encore de la distribution et les festivals en ligne. L'étude des cas de Films in L'Havana de Kabena Batiam, l'équipe de films dévoila les secrets de la création et de production de films. Et ensuite, les panels consacrés au rôle du cinéma engagé nous invitent des réalisateurs connus pour leur engagement social à discuter de la prise de conscience de l'année en cours. Lors des rencontres professionnelles, les participants auront l'opportunité de découvrir de nouveaux projets et de faire des réseautages avec des producteurs, distributeurs et des autres acteurs de l'industrie du cinéma. 8 projets de premier long métrage canadien en développement seront présentés lors de la 2e édition de Pitch Première œuvre présentée par Netflix. Et pour la première fois, les ateliers First Cut Lab arrivent au FNC, également présentés par Netflix. Pour finaliser, nous sommes fiers d'accueillir une classe de maître de Philippe Falardeau dans le cadre de DJC Visionnaire. C'est une édition qui vraiment on a voulu donner la parole aux cinéastes, de vous faire parler. Et nous voulons aussi impliquer des artistes, des professionnels de la culture qui peut-être ne font pas forcément partie du milieu du cinéma, mais qui ont aussi une vision du monde très intéressante et qui peut enrichir beaucoup nos réflexions. Et de cette idée, ils sont sortis les dialogues, ils sont des discussions décontractées intimes entre cinéastes, mais aussi avec professionnels de la culture, pas forcément liés au cinéma, et qui partagent ces expériences, qui partagent les points de vue et la relation avec le milieu de la culture et du cinéma. C'est une espèce comme des crossover artistiques. Des gens de cinéma, il y a des gens qui ne font pas peut-être forcément partie de cinéma. Nous sommes ravis de continuer en collaboration avec nos partenaires et aussi de développer de nouveaux contacts avec des festivals et des organismes qui partagent aussi l'esprit du forum et du FNC. Nous avons fait appel aux professionnels impliqués dans la question de diversité, de la coopération et l'innovation qui nous ont inspirés sur de nouvelles façons de travailler dans ce monde hybride que c'est le monde de demain. Et au FNC, nous tenions à montrer notre soutien à tous les professionnels de cinéma. En attendant le moment où nous pourrons nous retrouver dans les salles, les forums demeurent en ligne et continuent à mettre en contact les professionnels de l'industrie dans ce moment où on a vraiment besoin de nous voir, on a besoin de nous. Et nous commençons aujourd'hui avec la présentation État des lieux, avec la participation de Donato Rotunno, cofondateur de la société de production Tarantula Luxembourg et Tarantula Belgique, Sophie Labesse, directrice générale services financiers sur les entreprises et mesures fiscales de la SODEC, et Nicolas Tirard-Deltruc, directeur de FNC. Dans cette présentation, nous voulons poser et répondre à ces questions. Qu'est-ce qui se passe en 2020? Où on est? Et comment ça va être 2021, 2022, comment c'est projeté, c'est un regard sur l'état actuel de l'industrie du cinéma et de la culture. Et sans plus, bienvenue, bon forum, bon festival, et je donne la parole à Sophie Labesse. Merci beaucoup. Alors, premièrement, je tiens à saluer les organisateurs excusez-moi, du festival du Nouveau Cinéma là, qui tiennent cette édition en ligne et puis de l'invitation à participer là, à cette conférence d'ouverture. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ils font preuve d'agilité avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières semaines. Alors, pour nous, au niveau de la SODEC, qu'est-ce qui s'est passé en 2020? Donc, premièrement, je crois que l'année 2020 s'annonçait très prometteur dans les 3 premiers mois de l'année. Donc, au départ, au niveau national, on débutait aussi diverses activités là, avec l'atelier Grand Art là, qui s'est tenu à Montebello. Puis là, je fais un petit clin d'œil à Donato là, qui connaît bien, je pense, cette activité là, qui a participé, si je ne me trompe pas, en 2017. Du côté de l'international, bien, il y avait les Berlinades là, qui se sont tenues avec 2 films en première mondiale. Donc, La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau-Lavalette et My Salinger Ear de Philippe Falardeau.
Et puis déjà, début mars, le gouvernement du Québec nous annonçait un budget historique dans le secteur culturel, donc avec 52 millions de dollars de plus de crédits budgétaires pour la SODEC. Donc, ça nous donnait vraiment un puissant élan là, à notre force entrepreneuriale et du moins d'élan soit au niveau national et aussi international. Donc, budget est arrivé le 10 mars, quelques jours plus tard, que le Québec se retrouve en pleine pandémie. Donc, tout est arrêté. Là. Notre secteur d'activité est vivement touché, principalement le secteur de l'audiovisuel. C'est 52 tournages là, qui étaient en cours, autant au niveau cinématographique que télévisuel, qui sont arrêtés à ce moment-là. Les salles de cinéma sont fermées. Les distributeurs doivent revoir, dans le fond, la programmation aussi de leurs films. Donc, est-ce que c'est on reporte dans 2 mois, dans 3 mois, sans vraiment connaître ce qui va se passer dans le futur. Donc, dès ce moment, l'équipe de la SODEC a été très active. Donc, on a débuté avec justement notre département de développement stratégique, une collecte de données pour suivre justement l'évolution de la situation et surtout les impacts financiers là, pour nos entreprises. Alors, ça nous a permis aussi d'identifier des meilleurs mécanismes là, pour soutenir la clientèle dans cette crise. Donc, au cours de cette période, rapidement, là, même à partir du mois d'avril, des nouveaux programmes se sont mis en place ou ils ont été modifiés pour certains. Là. Donc, entre autres, dans nos nouveautés, on a mis en place un soutien temporaire au fonds de roulement pour nos entreprises qui étaient pris dans le contexte de la pandémie. Donc, afin de les soutenir là, au niveau du fonds de roulement, payer les opérations, les loyers, etc. On a mis en place aussi un soutien de développement entrepreneurial afin d'aider la performance des entreprises. Donc, si on a besoin particulier, besoin d'un consultant pour nous amener soit vers une autre planification stratégique, un nouveau plan d'affaires, une orientation, bien, ce programme permet d'aider les entreprises qui veulent faire affaire avec justement un consultant externe. Et on a eu un programme qui est multisecteur, donc programme d'aide aux initiatives innovantes, qui permet justement de en tout cas, réorienter un projet donc au niveau numérique, une nouvelle façon de faire. Donc, ce programme-là a été fortement en demande là, au cours des derniers mois. Alors, il y a eu aussi beaucoup de modifications dans nos programmes cinéma, puis entre autres, je pense que le majeur, c'était notre programme justement soutien au long métrage, donc qui est passé là, de 2 à 4 millions de dollars là, par projet, là, donc un investissement maximal de 65 % de la structure financière. Alors, dès juin aussi, on a eu, avec la ministre de la Culture, nous annonçait là, 155 millions pour la relance du secteur culturel, donc 91,5 millions là, uniquement pour le secteur de l'audiovisuel. Donc, encore là, on a lancé des nouveaux programmes afin de soutenir le redémarrage des productions. Donc, là, on a vu aussi un milieu qui s'est mobilisé, travailler pour mettre en place aussi un guide de la CNESST là, pour les mesures sanitaires sur les plateaux de tournage. Donc là, on l'a vu, l'impact de la crise, bien, il y a des coûts supplémentaires quand on pense à la reprise des tournages. Bien, dans les consultations qu'on a faites, on regarde pour certaines productions de fiction, c'est des coûts additionnels là, qui peuvent être facilement là, en 10, 15 et parfois un petit peu plus là, pour mettre en place ces mesures sanitaires-là sur les plateaux de tournage. Donc, c'est les mesures de distanciation, c'est justement des journées de tournage qui se sont ajoutées, c'est parfois même de la réécriture au niveau des scénarios pour justement mettre en place cette distanciation. Alors, ces coûts additionnels-là, bien, c'est souvent de grande ampleur pour nos entreprises et donc, il y a eu justement un programme qui s'est mis en place qui s'appelle, qui vise à maintenir, dans le fond, les capacités de production. Donc, ça vient financer, là, exemple, pour une fiction, jusqu'à 8 % là, du devis de production pour les aider avec les mesures sanitaires.
Bon, là, on a de l'argent pour repartir, les aider avec justement redémarrer ces tournages-là, mais d'un autre côté, bien, il n'y avait pas de notion d'assurabilité avec les assureurs. Donc, je pense que tout le monde est au courant que les assurances au niveau des productions, mais les assurances de façon générale ont sorti de leur clause d'assurabilité les maladies infectieuses, dont la COVID. Alors, donc là, ça mettait quand même beaucoup de pression là, au niveau des producteurs. Il y avait les institutions financières aussi qui ne pouvaient pas mettre en place les financements. Alors, la SEDEC a été précurseur justement pour amener un programme d'assurabilité qui est temporaire. Là, ce programme prend fin au 31 janvier prochain. Mais ça a permis aujourd'hui de lancer plus de 70 tournages. Alors, bon, on est choyés, là, les tournages ne sont pas arrêtés en ce moment. On se souhaite que ça se poursuive. Mais, aussi, on a travaillé fortement avec le gouvernement fédéral là, pour qu'il puisse arriver aussi avec un programme. En tout cas, du moins, là, pour l'instant, ce qu'on a entendu, c'est que aussi, c'est un programme qui est temporaire, mais il va falloir réfléchir aussi à des mesures qui sont plus permanentes de ce côté-là. Alors, la pandémie, ce que ça nous a amené, bien, dans vos milieux, ça a amené aussi ce qu'on a vu, de nouvelles façons de faire, un milieu aussi qui s'est mobilisé, qui a travaillé ensemble, qui a vraiment, en tout cas, des fois, on est surpris des idées là, qui ont pu surgir au cours de cette période. Alors, c'est sûr que ça a un impact significatif pour notre industrie. Ça a bousculé aussi, on le voit, la chronologie des médias. Mais je crois que, sincèrement, ça va nous amener vraiment de nouvelles occasions d'affaires. Ça nous amène aussi beaucoup de créativité. Et bien entendu, là, on le voit, je pense que c'est vraiment une période où il faut de la résilience, mais aussi beaucoup d'agilité. Et, ben, écoute, moi, ce que je souhaite surtout, c'est que, ben, on l'a vu au cours des derniers mois, ça a vraiment amené une meilleure collaboration là, entre nos disciplines culturelles. Puis on espère justement que ben, les milieux vont continuer justement de se solidifier, puis de continuer justement à poursuivre une bonne collaboration entre eux. Vraiment, je pense que la clé du succès va passer au cours des prochaines semaines parce que bon, la pandémie n'est pas terminée, mais vraiment une collaboration là, entre tous les milieux. Alors sur ce, bien, écoutez, je ne prends pas plus de temps et je cède la parole à M. Donato Rotuno. Bien, merci beaucoup pour cette invitation d'abord. Je suis très flatté et honoré de participer à cette ouverture, à cet échange, parce qu'on a besoin d'échange, on a besoin de se sentir un peu proche malgré cette distance qui aujourd'hui est induite par la situation sanitaire. Je rebondis sur l'Atelier du Grand Nord. Effectivement, j'étais présent en 2017 avec un projet. Eh bien, ce projet est tourné. Et l'annonce officielle est tombée aujourd'hui. Il est au Festival de Rome à Alice nella Città et donc sera présenté en avant-première le 15, la semaine prochaine. Donc, merci encore à l'Atelier du Grand Nord, puisque c'était un partenaire créatif très important pour que les choses se fassent. Et voilà, j'en suis très heureux. Alors, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions évidemment très personnelles. Donc, je suis producteur et réalisateur, fondateur de Tarantula Luxembourg Belgique. Ça fait 25 ans qu'on est actif sur la coproduction européenne de films indépendants, de films d'auteur, de petits films, ce qu'on appelle des petits films, mais c'est le même travail que des grands films. Et nous avons évidemment traversé, comme vous tous, toutes, et comme beaucoup, ces derniers mois, en Europe de façon assez particulière. Alors, ça a commencé au mois de mars à Luxembourg. Mi-mars, le 15 mars, le confinement s'est installé. Juste après le Festival de Berlin, nous avions des films en salle, puisqu'on distribue aussi nos films à Luxembourg. On a retiré nos films en salle avant le 15. On a nous pris les devants devant l'urgence sanitaire. On était en plein festival au Lux City Film Festival à Luxembourg. On a dû arrêter une avant-première. Évidemment, toutes ces situations, vous les connaissez, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais à partir de mars, s'est installé quelque chose dans nos économies et dans la tête des gens que je trouve assez intéressant, malgré évidemment
côté dramatique de ce que nous sommes en train de vivre. Une chose que je voudrais partager avec vous, c'est qu'il est devenu très, très évident et très rapidement évident que l'économie en général ne peut pas fonctionner uniquement sur l'autorégulation du marché, surtout quand il n'y a plus de marché. Le confinement a amené évidemment cette nouvelle donne et tous les gouvernements européens, enfin des plus conservateurs aux plus libéraux, aux plus progressistes, sont intervenus d'une façon ou d'une autre. Et donc ça, je trouve que c'est un élément très intéressant parce que, évidemment, confrontés devant une crise sanitaire, des domaines comme la santé, comme le tourisme, comme l'horeca, etc., ont été pris en considération tous au même niveau. Et la bonne nouvelle, c'est que la culture l'a été tout autant. Alors, ça ne s'est pas fait automatiquement, pas tout de suite. On a dû quand même toquer à certaines portes. On a dû alimenter le débat autour de nos secteurs de la culture avec un grand C. Mais l'opportunité que j'y vois, c'est que de fait, l'industrie cinématographique, mais je pense au théâtre, je pense aux libraires, à la littérature, aux musées, aux espaces d'exposition, galeries et autres, ont été considérés au même niveau que d'autres secteurs industriels. Alors ça paraît évident pour certains, ça ne l'est pas toujours dans le débat avec nos amis politiques quand tout va bien. On doit se battre sur des budgets, on doit se battre sur la mise en place d'une écoute, d'interlocuteurs. C'est une bataille de longue haleine depuis des années et soudainement, en temps de crise, j'ai eu l'impression, nous avons eu l'impression ici dans l'Union des producteurs luxembourgeois, mais aussi chez mes amis belges ou français, qu'on était considéré de fait un pilier de l'économie. Et ça, je pense que c'est une opportunité importante sur laquelle il faut continuer à surfer dans le futur, dans le rapport de force, parfois, que nous avons avec nos interlocuteurs politiques. Derrière le producteur, on a vu aussi le chef d'entreprise. Et ça, c'est intéressant aussi. Le chef d'entreprise qui a aussi des salariés, qui lui-même peut amener à une spirale économique importante dans son secteur, mais au-delà de son secteur. Tout ça, ce sont des débats qui, parfois, en temps où on est un peu plus lay-back, sont compliqués à mener. Et cette opportunité-là, je pense que c'est une opportunité de dialogue à saisir aujourd'hui en temps de crise avec des perspectives sur 2020, mais aussi sur 2021. Ce qui s'est passé très rapidement, c'est qu'il était très difficile de concevoir d'aider le boulanger du coin sans aider le libraire du coin, d'aider une industrie plus traditionnelle sans aider nos industries amies. Et ça, voilà, je pense que c'était une reconnaissance de fait importante. La reconnaissance même de nous, producteurs en tant que chefs d'entreprise, en fait partie, et je répète, ce n'est pas évident en tout le temps. La deuxième chose qu'on a remarqué, et Sophie l'a très bien dit, et je suis ravi d'entendre toutes ces initiatives au Canada, c'est évidemment des initiatives qui existent aussi dans d'autres pays européens, c'est que très très vite, on s'est rendu compte, nous tous, des festivaliers, enfin des festivals, aux institutions, aux producteurs et au monde créatif en général, de notre interdépendance. On n'existe pas sans l'autre. Nous ne pouvons pas exister sans l'autre. Et sans notre travail, évidemment que les institutions n'ont pas de raison d'être. Sans l'existence des films, évidemment que les festivals n'ont pas de raison d'être. Et je pense que là aussi, c'était un petit peu un moment où tout le monde s'est remis en question, tout le monde s'est regardé en se disant, effectivement, on ne peut plus continuer à se regarder comme des chiens de faïence. Il y a une interactivité et une interconnexion entre nous dans tout l'ensemble du secteur. Et se rendre compte, peut-être en temps de crise, de cela, c'est une opportunité complémentaire sur laquelle il faut continuer à surfer aussi pour garder le dialogue pour le futur. Et c'est important d'y voir aussi un peu d'optimisme dans des moments un peu compliqués. Très très vite, les institutions ont mis en place tout ce que Sophie a déjà annoncé à un niveau équivalent. Évidemment, que faire en temps de Covid ? Plus que la question que faire après le Covid, il faut d'abord répondre à la question que faire en temps de Covid en 2020 et probablement en 2021. Soyons réalistes,
ceci va être une période assez compliquée à gérer encore longtemps. D'autant plus que nous connaissons tous la latence dont nous avons besoin en production pour lancer nos projets. Imaginez un film aujourd'hui, c'est peut-être le tourner dans 3 ans. Donc cette latence économique de fabrication, de production, il faut la prendre en considération et ça a été fait relativement vite de la part de différentes institutions, qu'elles soient étatiques, régionales, départementales, supranationales. En répondant aux besoins sur les films à l'arrêt et sur les films financés et qui devaient absolument reprendre un envol artistique et économique le plus rapidement possible, avec toute une série de choses déjà annoncées ici par Sophie, que je ne vais peut-être pas répéter, mais évidemment les assurances, évidemment les surcoûts dus à la crise sanitaire sur la distanciation, les tests, enfin toute une série de choses. Et chez nous, pour prendre l'exemple de Tarantula, nous sommes en tournage actuellement aussi sur un budget, enfin sur les 2 films, ce sont des films entre 2 et 4 millions d'euros, on est environ à 10-11% d'augmentation financière complémentaire qui n'était pas prévue évidemment à l'avance et sur lesquels nos fonds respectifs en Belgique, en Suisse et aussi au Luxembourg ont réagi très positivement, sans jeu de mots, pour nous permettre de maintenir à flot ces films qui étaient déjà financés et sur lesquels on avait déjà travaillé depuis 3 ou 4 ans. Donc, il y a eu une réaction très rapide, une réactivité de la part des institutions, de nos interlocuteurs traditionnels et une inventivité nécessaire à ce que nous puissions continuer à travailler. Donc ça, cette interdépendance, je pense qu'elle est devenue consciente, encore plus que ce qu'elle ne pouvait l'être auparavant. Mais c'est important de le souligner et c'est pour moi en tout cas, une opportunité complémentaire. Alors, il y a l'accompagnement, pour revenir à la latence de nos métiers, évidemment, il fallait garder les budgets, voire les augmenter, comme je viens de l'entendre, garder les dates de dépôt, prévoir 2021, prévoir 2022. Je pense que très peu de personnes d'entre nous ont passé 6 mois à se reposer. On a dû travailler sur un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, en fonction de l'évolution de la crise, de l'évolution politique. Un point crucial pour nous, producteurs, qui sommes dans la coproduction. La coproduction implique automatiquement, évidemment, une cohésion de décisions politiques entre États. Et c'est parfois très compliqué. Et là aussi, je pense qu'en dépassant notre secteur, la politique, j'espère, j'ose espérer, que la politique en général se rend bien compte que cette cohésion de prise de décision par rapport à une situation de crise, elle est importante pour que tout un pan du secteur économique et culturel puisse continuer à vivre. Je prends l'exemple simplement de cette coproduction sur laquelle nous sommes en train de tourner, copro entre la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. La Suisse met la Belgique et le Luxembourg sur liste rouge et nous sommes obligés de faire des quarantaines pour rentrer en Suisse alors que nous avons un tournage en Suisse. Évidemment, en pleine prépa de film, évidemment, ça implique une remise en question de la production, ça implique repenser la stratégie de production en tant que telle. C'est complexe, c'est compliqué, mais ce sont aussi des opportunités puisque les lignes bougent et nous sommes obligés, nous, producteurs, mais aussi créatifs, le réalisateur, la réécriture d'un scénario, la remise en question du travail déjà effectué. C'est plutôt stimulant pour notre secteur et c'est nécessaire de voir ça comme une chance, une opportunité, plus que comme une impossibilité à aller de l'avant. En tout cas, c'est l'attitude que nous avons chez Tarantula et qu'on essaye de développer et partager avec la plupart de nos partenaires. Cette situation de lignes qui bougent, elle dépasse largement la fabrication de nos films, évidemment, puisque l'existence des films, la naissance du film, elle apparaît au moment de la diffusion, de la présentation, de l'existence dans un festival. Et ça aussi, ça a bougé. Nous avons vu en 6, 7, 8 mois des festivals devoir annuler tout simplement leurs rendez-vous, devoir imaginer de nouveaux rendez-vous par Zoom, par la technologie qui nous accompagne. Et je pense qu'il y a eu aussi là une remise en question sur le rôle que joue l'exposition d'un film dans un festival.
Et je pense que ça aussi, le rapport de force entre les festivals, entre le producteur et les festivals, entre le vendeur, le diffuseur, la salle et l'existence même du film, tout ça se mélange, tout ça retrouve une nouvelle dynamique de réflexion auquel je n'ai pas toutes les réponses, bien entendu. Mais de fait, les nouveaux players, les nouveaux partenaires comme de la diffusion online, comme Netflix, Amazon et d'autres joueurs, viennent accélérer, si vous voulez, cette remise en question de ce qu'on connaissait jusque-là. Et ça, ce sont des éléments sur lesquels nous devons aussi construire l'avenir, puisque il n'y a pas de retour en arrière possible, je ne pense pas. Je pense qu'il faut profiter de cette crise, qui en est une, pour prendre le mieux, évoluer au mieux et se remettre en question par rapport à ce qu'on avait déjà et ce qu'on connaissait déjà. Je terminerai avec une petite, à nouveau, une note d'optimisme. C'est que pour une fois, nous sommes tous concernés dans ce secteur de la production audiovisuelle où nous avons parfois l'impression d'être face à des grands studios, des blockbusters, à une industrie beaucoup plus forte, notamment américaine, nord-américaine, mais aussi en Europe. Et nous, artisans du cinéma indépendant, nous sommes peut-être les petits players du cinéma. Eh bien, pour une fois, nous sommes tous au même niveau, puisque évidemment, les blockbusters ont reporté leur sortie de films devant cette crise, devant le manque de possibilités d'exploitation des films. Et l'opportunité que j'y vois, c'est que les films d'auteur se retrouvent dans une situation où, effectivement, il y a beaucoup moins de concurrence dans les salles, où il y a beaucoup plus d'écrans disponibles, sur des réseaux traditionnellement acquis aux films d'auteur qui, eux, continuent à se battre et continuent à avoir une fidélisation de public, en tout cas, eh bien, il y a des belles surprises. J'ai ce matin vu les chiffres d'un film coproduit par un partenaire luxembourgeois, par Amour Fou, pour ne pas les citer, et JBA en France. Ils sont numéro 1 avec un film qui est un film cinéma du monde, qui est un film qui s'appelle Yalda, qui est magnifique, qui a ouvert Sundance, qui était à Sundance en 2019, qui est numéro 1 en salle depuis mercredi en France aujourd'hui, à Paris aujourd'hui. C'est des situations quand même exceptionnelles par rapport à ce genre de cinéma. Nous, on a produit le film de Filippo Meneghetti qui a été à Toronto en 2019 et qui est sorti il y a 2 semaines aux Pays-Bas sur 50 salles. On est numéro 2 sur ce petit territoire. Évidemment, les chiffres ne sont pas extraordinaires, mais l'existence et la possibilité d'exister pour ces films-là aujourd'hui est réelle. Donc, oui, c'est compliqué. Oui, il faut travailler plus, probablement, et se réinventer. Mais oui aussi, il y a des opportunités. Et ces opportunités-là, c'est sur ça qu'il faut construire 2020 et 2021 et 2022, parce que c'est la seule façon de se réinventer et de retrouver l'envie de continuer ce que nous faisons depuis, nous, en tout cas, 25 ans, et peut-être des plus jeunes. C'est maintenant, aujourd'hui, dans une situation qui est complètement perturbée. Donc voilà, oserais-je dire que c'est une opportunité, une chance malgré la crise? Oui, je crois. C'est peut-être lié à mon optimisme naturel, mais je pense que c'est la meilleure façon de voir tout ça sur ces 3 ou 4 points que j'ai partagés avec vous. Voilà où j'en suis, voilà où nous en sommes, et j'espère en tout cas une chose qui est certaine, c'est que si l'année prochaine le festival à Montréal se passe en présentiel, qu'on puisse s'embrasser, se toucher physiquement, parce que probablement que ça, c'est la chose la plus compliquée à vivre dans cette période pour nous tous. Voilà, merci beaucoup. Donc là c'est merci. Donc c'est à moi, c'est ça? Bon, ben moi je vais partager aussi un peu notre expérience c'est assez étrange parce que depuis que j'écoute, même du point de vue comme des institutions ou du point de vue d'un producteur et tout ça, on a l'impression vraiment, comme tu disais tout à l'heure,
qu'on est confronté finalement à cette interdépendance. Puis je me rends compte que, en effet, même si on se retrouve à une distance, genre, l'Atlantique nous sépare, même si on est dans une autre réalité, même au niveau des soutiens, au niveau des politiques face à la Covid, puisque l'Europe a une politique différente de celle que mène notre gouvernement ici, on est confronté aux mêmes problématiques, que ce soit comme aussi dans la mise en place d'un festival. Un festival, c'est aussi un peu comme je dis à chaque fois, c'est comme si nous, on mettait en place tout un projet de film, mais qui existe comment dire, grâce à tous les films. Mais il faut faire de la pré-production, il faut monter une équipe, on a toute la phase de production. Et la période de tournage, on va dire, se déroule en plein festival. Et à la fin, on se rend compte si c'était un bon film ou pas. Donc, on a été confronté un peu aux mêmes problématiques. À un moment donné, on était donc, je veux dire, toute l'équipe était au Festival de Berlin, une grosse partie de l'équipe cette année, beaucoup plus que d'habitude. D'ailleurs, je trouve que Berlin, ça s'est très très bien déroulé parce qu'on était sur le fil du rasoir. Moi, je sais que je regardais régulièrement pour savoir si il n'y allait pas y avoir de problème, mais on était vraiment à cette période de fin février où on ne savait pas encore, en fait, s'il y avait un foyer de contamination qui venait de démarrer dans une petite ville en Italie et on ne connaissait rien par rapport à toute l'implication que ça allait avoir. On n'était pas au courant non plus des porteurs asymptomatiques. On était encore dans cette période où, justement, on était, dépendamment de quel pays on venait, encore en train de se faire la bise ou alors le faire à distance. Entre les personnes, il y avait très peu de représentants évidemment du marché asiatique à Berlin cette année, mais il y avait encore ce flou. Par la suite, moi j'étais justement au Festival du Luxembourg parce que j'étais sur le jury documentaire, où aussi c'était un grand flou. On disait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Le festival s'est déroulé comme prévu, du moins au départ. Et par la suite, au final, le ministère de la Santé au Luxembourg a ordonné la fermeture 3 jours avant la fin et a donné en gros 1 heure pour tout remballer et fermer les salles. Alors moi, c'est vrai que j'étais un peu dans cet entre-deux puisque je devais remettre le prix, je pense, le samedi ou le dimanche, puis ça a été fermé le jeudi. Donc moi, après, la question a été de comment je gère mon emploi du temps avec tout ça. Et surtout, il commençait à devenir urgent pour moi de repartir au Canada. Et je suis rentré, je pense, le 13 ou le 14 mars, juste avant la fermeture des frontières. Alors évidemment, tout s'est vraiment accéléré. Ça a été très complexe aussi le retour pour moi, étant donné que les frontières fermées, il y avait beaucoup plus de contrôle. Et à l'arrivée, donc, qu'on me prévienne et qu'on me dise finalement que je devais rester en quarantaine dès mon retour. Donc, ça a été assez rapide, la décision de fermer les bureaux. J'ai rentré le samedi, le lundi, donc on fermait les bureaux et depuis, on n'est pas retourné au bureau. Et ça a été aussi un autre challenge. C'est pour la première fois, pour moi, de monter une édition à distance. Constituer une équipe, d'organiser des rencontres régulières et surtout s'assurer que tout le mécanisme fonctionne. C'est la même chose de toute façon en production aussi, c'est qu'on est avec un noyau dur en travaillant sur les projets, sur la planification et ensuite une fois qu'on a la certitude de ce qu'on veut faire et le financement pour le faire, là on commence à faire rentrer des équipes supplémentaires, évidemment des gens avec lesquels on est habitué, mais il y a toujours aussi un certain turnover où il faut qu'on travaille avec des nouveaux collaborateurs. C'était là où la complexité était un peu plus ardue, c'est de réembaucher du monde, des gens nouveaux, de comment les former à distance. Et aussi, la grande question, c'est comment remettre en question toute l'organisation et tout le résultat final de notre 49e édition. Donc ça a été vraiment comme une annonce subite, comme ça a fallu vraiment comme revoir les choses et étaler un peu tout et se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on veut faire cette année et puis aussi de prioriser les choses qui sont plus les mêmes priorités que d'habitude. Donc là, ça a été vraiment beaucoup de discussions avec l'équipe, avec le conseil d'administration et puis dans un premier temps, comme de se mettre 3 priorités. La première priorité pour l'avenir, parce qu'on ne savait pas combien de temps, on ne sait toujours pas combien de temps ça va durer, c'est
de protéger évidemment les ressources humaines et de se dire, voilà, ça prend du temps à former du monde, tout ce qui existe aujourd'hui l'est grâce à la collaboration des équipes. Il faut absolument que cette période-là ne soit pas propice au départ de certains de nos collaborateurs, et on sait qu'on en a eu beaucoup et dans tous les secteurs d'activité de gens qui ont décidé soit de déménager ou de changer complètement de carrière, et on en a eu aussi nous au festival des départs comme ça. Donc ça a été vraiment dans un premier temps comment faire pour sécuriser l'ensemble des ressources humaines et de continuer à collaborer avec les mêmes personnes, quitte à complètement changer les mandats de certains pour leur garantir qu'ils auront leur contrat et leur revenu pour l'année. La deuxième chose, c'était évidemment de garantir l'équilibre budgétaire pour ne pas se mettre non plus dans le trouble et puis avoir à payer ça sur plusieurs années. Et la troisième préoccupation, comment venir finalement en aide et en soutien à l'industrie. Donc ça a été vraiment trois priorités pour nous. Donc on a évidemment réembauché et recontacté l'ensemble des équipes pour ceux qui étaient intéressés à revenir et à participer à cette édition un peu, comme on dit. On n'aimait pas utiliser hybride, on était vraiment non plus dans le terme évolutive, en se disant de toute façon, ça change constamment. On ne sait pas si ça va être hybride, on ne sait pas si, mais en tout cas, on sait que c'est évolutif, puisque quasiment toutes les 2-3 semaines, il fallait revoir en entier le plan, le budget. C'est recontacter tous les partenaires, savoir si on va être capable finalement de recevoir les mêmes soutiens que les années d'avant, ce qui n'est pas le cas. Il y a des changements et des modifications. Ensuite, donc comme je dis, c'était vraiment de revoir la structure, recontacter évidemment au niveau public, savoir ce qui allait se passer au niveau des ministères, au niveau des fonds de soutien. On avait quand même une certaine partie qui avait été déjà confirmée, puisque nous, ici, l'année fiscale au niveau gouvernemental, c'est à la fin mars. Donc, les budgets avaient déjà été votés. Mais il y a certains ministères, je pense surtout au tourisme, puisque c'est eux qui ont été vraiment, vraiment touchés assez rapidement, puisque ces organisations-là se financent en partie par les taxes touristiques. Donc ça a été plus complexe aussi pour obtenir des confirmations. Donc il a fallu vraiment être dans un contact régulier avec ces institutions pour savoir où on s'en allait et ce qui était possible de faire. Beaucoup s'intéressaient aussi à notre plan de match, à savoir ce qu'on allait faire, est-ce que ça allait justifier comment dire, d'avoir un soutien supplémentaire, de couper le soutien. Ce n'est pas la même chose entre des organismes qui ont décidé de complètement annuler leur édition, ce qui n'était pas notre cas. Nous, on était vraiment dans cette situation en disant on va voir ce qui se passe, on a encore un petit peu de temps devant nous, mais il va falloir envisager des options. Donc, comme disait Donatello tout à l'heure, c'est vraiment comme la mise en place de plusieurs plans alternatifs, en fait. Plan A, plan B, plan C. Donc ça, le plan A, c'était vraiment l'idéal. On continue, les salles rouvrent, on peut mettre en place, il n'y a pas de souci. Le plan B, c'était restriction avec distanciation, avec 250 personnes maximum par événement. Et le plan C, c'était l'annulation de tout avec 0. Alors, ça a été progressif, puisque dès le mois d'avril, on a commencé à regarder les différentes options qui s'offraient à nous pour une présentation en ligne, pour être certain que la 49e édition du festival vive. On s'est assez rapidement rendu compte qu'avec des collaborateurs de longue date, qui étaient Alessandro Raja avec Festivalscope et Shift 72, était l'option qui était la plus adéquate pour nous. C'est un organisme qui sert de l'hébergement, de tout l'hébergement d'Amazon, donc très stable. Une société basée en Nouvelle-Zélande pour l'hébergeur, Festivalscope basé en Europe avec qui on collaborait déjà, pour pouvoir présenter donc l'ensemble des œuvres en toute sécurité, puisque c'était ça la première préoccupation des ayants droit. Et c'est vrai que Festivalscope et Shift 72 travaillaient déjà avec le marché du film de Cannes, avec les Oscars, avec South by Southwest, et ça a été quelque chose qui nous a permis aussi d'avancer plus rapidement auprès des ayants droit pour pouvoir confirmer les films. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que finalement, avec le confinement, la courbe commençait à se stabiliser. Comme on dit, on ne savait pas si on avait dépassé le pic, mais on était dans une sorte de stabilité et dans une petite descente. Donc, on s'est dit, on va rajouter des activités. Et donc, d'opérer au moins une salle, qui était la plus grande salle, la salle de l'Impérial, qui a 820 places,
et qu'on aurait pu opérer très facilement en utilisant un quart de sa capacité pour arriver aux alentours de 200-250, avec évidemment une mise en place de procédures sanitaires validées par la santé publique et de plein d'autres paliers. Donc c'est ce qu'on a mis en place pour pouvoir aussi permettre la tenue de premières pour des films qui avaient été mis sur la glace. Donc ça, on a mis en place. Ensuite, on s'est dit, ça serait bien d'avoir aussi quelque chose de symbolique. Donc on s'est dit, on va essayer de diffuser le film d'ouverture sur la grande place des festivals gratuitement au grand public, évidemment limité à 250 et sur réservation. Mais pour nous, c'était vraiment de montrer que oui, en effet, on traverse une période difficile, mais qu'en étant responsable, c'est vraiment une question de responsabilité, de faire les choses comme correctement en suivant les règles de distanciation, tout devrait bien se passer. Et je pense qu'il y avait aussi ce désir de montrer à l'ensemble de l'industrie et au grand public qu'on peut encore faire des choses en attendant que tout se replace. Donc, on a réussi à convaincre des partenaires, tout était en place, les plans sanitaires aussi. Et puis, on a pris aussi une autre option qui était la mise en place d'un cinéparc en collaboration avec Yule, avec l'aéroport international Montréal-Trudeau. Solotech aussi, qui est un fournisseur d'équipements, et BNP Paribas, pour continuer à avoir quand même quelque chose de... C'est quelque chose de très symbolique, mais je pense très important aussi pour le moral de tout le monde, même de l'équipe. Je reste persuadé que l'ensemble de ces projets physiques ont permis à l'équipe de garder espoir et de se raccrocher à quelque chose de tangible. Donc voilà, donc on a mis tout ça en place et puis assez rapidement, au mois de septembre, on est passé de zone verte à zone jaune, de zone jaune en une semaine à zone orange et quelques 5-6 jours plus tard, zone rouge, avec tout le flou que ça apporte. La zone rouge est arrivée, elle a été déclarée la veille de notre dévoilement de la programmation, où tout roulait pour les salles et pour les activités physiques, même si c'était plus restreint. Donc ça veut dire qu'on a dû se retourner très très rapidement, puis c'est vrai que ça demande une flexibilité importante. Donc la première chose qu'on a décidé de faire, c'est de repousser de 48 heures l'annonce pour voir ce qu'on allait pouvoir garder, ce qu'on devait enlever. Ça a été une bataille aussi énorme de pouvoir entrer en contact avec les organismes gouvernementaux pour obtenir vraiment l'heure juste. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce qu'on descend à 0, à 25? Est-ce qu'un cinéparc, est-ce qu'un rassemblement de voitures équivaut à un rassemblement humain? Les grandes questions étaient, mais si on interdit les rassemblements de voitures, à ce moment-là, on ferme tous les parkings et les autoroutes. Enfin, ça a été vraiment 48 heures vraiment de débat jusqu'à temps qu'on obtienne la validation qu'on pouvait opérer quand même le cinéparc, mais que pour tout ce qui était projection extérieure sur la place des festivals et les salles, il fallait annuler tout. Donc c'est vraiment 48 heures pour appeler tous les ayants droit et essayer d'expliquer en disant bon, on ne peut plus aller en salle, est-ce que vous acceptez d'aller en ligne? Certains ont accepté, d'autres ont refusé, et on a dû s'ajuster vraiment très très rapidement. Bon, après, on a eu d'autres problématiques qui sont liées à la météo pour opérer le film d'ouverture. Comme quoi, on s'est dit finalement que les étoiles n'étaient pas alignées cette année. Mais ça nous a quand même permis de pouvoir sécuriser un certain nombre de films supplémentaires qui n'étaient pas prévus en ligne et aujourd'hui de présenter une édition, une 49e édition en ligne avec à peu près 90% de l'ensemble des films qu'on souhaitait présenter normalement. Alors, en effet, c'est vraiment une question de flexibilité, c'est une question aussi de recalculer tout pour ne pas être dans le trou, de voir aussi comment on peut aussi donner un certain dynamisme et d'interagir, d'où la raison aussi de ces activités comme celles qu'on présente aujourd'hui dans le cadre du FNC Forum. La question a été aussi de comment apporter son soutien à l'industrie. C'est là qu'on a mis en place aussi ce nouveau projet du First Cut Lab, donc qui existait déjà en Europe, et de finalement sélectionner 3 longs métrages canadiens qui ont été bloqués à l'étape de post-production à cause de la Covid. Et de sélectionner donc les 3 meilleurs projets et d'offrir ces ateliers avec des personnalités renommées de l'industrie pour discuter sur le pré-montage. Ces films-là étaient prêts pour commencer leur course, on va dire, aux sélections dans les grands festivals internationaux.
On s'est dit autant profiter de cette période de latence pour consolider ces projets, voir s'il y a des choses qu'on peut améliorer au niveau du montage grâce à ces comités qui ont travaillé sur déjà des très grands films à l'international, dont The Square aussi, et tout ça. Et aussi d'envisager d'autres approches en termes de mise en marché. Donc, c'est de conseiller le réalisateur et producteur de ces films sélectionnés-là en disant, voilà, voici le potentiel que nous, on voit sur ton film. Vu le contexte actuel, il y a tel et tel festival peut-être à aller dans cet ordre-là, privilégié, et de voir vraiment quelles pourraient être comme les démarches associées en termes de promotion pour assurer une meilleure carrière au film. Donc ça, c'est des activités qu'on n'aurait jamais mises en place s'il n'y avait pas eu la Covid. Donc quand on parle d'opportunités, on est vraiment dans ça. Ça s'est tellement bien passé, ces ateliers-là, qu'on souhaite les garder pour l'année prochaine ou pour les années post-Covid. On souhaite poursuivre cette activité-là avec le First Cut Lab. Et après aussi de voir des choses différemment. Donc là, on parlait évidemment, toute l'industrie est concernée. On se rend compte de cette interdépendance, comme on l'a abordé tout à l'heure. Et de voir finalement, moi, j'ai jamais eu autant de contacts non plus avec d'autres festivals en région ou même des producteurs en disant, bon, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on peut prendre d'autres risques pour compenser? Il y a eu vraiment des échanges. Alors, il y en a qui sont plus en panique que d'autres, il y en a qui sont plus ouverts que d'autres, il y en a qui préfèrent mettre la clé sous la porte, il y en a qui préfèrent, stopper tout et faire un peu l'autruche en attendant que tout revienne comme avant. Mais ça ne reviendra pas comme avant. Donc, il faut profiter de cette période-là pour justement échanger, discuter, voir aussi à quel point on a des similarités en termes de gestion, comme on le voit avec Tarantula. Il y a vraiment des choses très, très proches en termes organisationnels, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus seulement, en effet, comme en charge de monter un événement comme culturel ou de produire du contenu culturel. On se place aujourd'hui dans une sorte de situation, comment on appelle ça, de survie, qui nous confronte à notre réalité de directeur et chef d'entreprise, au même titre que n'importe quel autre secteur d'activité. C'est qu'est-ce que je fais de mes équipes, comment je fais pour continuer à payer les gens. On est vraiment dans quelque chose de plus basique et qui devient prioritaire dans notre travail quotidien. Et je pense que c'est sur ça où on arrive à trouver des alternatives et en ayant plus cette flexibilité. On est dans une question, oui, de survie, de sauver des meubles, mais aussi de remettre en question le fonctionnement actuel. Même là, on s'en rend compte, puis ça a été abordé tout à l'heure aussi. Tout le système capitaliste aujourd'hui est à remettre en question. On dépense aujourd'hui, on investit. On se rend compte que finalement, le gouvernement aussi est responsable d'insuffler beaucoup, beaucoup de choses dans plein de secteurs d'activité. Moi, je vois évidemment, l'environnement et le contexte actuel est très anxiogène pour tout le monde. C'est pour la santé mentale aussi, des gens qui sont plus isolés. On le voit aussi dans nos équipes. Il y a différents profils. Et c'est à voir, c'est la complexité aussi du télétravail. Mais on est quand même capable d'avancer. On est capable d'échanger avec les outils qu'on a aujourd'hui. Et il faut commencer aussi à réfléchir à comment on reconstruit tout ça, comment on veut que les choses changent. Et puis comment on veut aussi que le gouvernement derrière, nous fasse confiance et nous soutienne dans ces changements-là. Là, je voyais dernièrement des annonces que je trouve très intéressantes. Pendant des années, on dit « Ah oui, on ne peut pas faire autre chose que de travailler avec, d'utiliser du pétrole, les solutions alternatives ne fonctionnent pas, ça demande trop d'investissement. » Mais finalement, chaque individu, chaque payeur de taxes souhaiterait qu'on aille de l'avant avec des technologies beaucoup plus vertes. Et on a l'impression que c'est bloqué. Puis on remet cette faute aussi sur les individus. On dit, ouais, mais toi, est-ce que tu recycles? Alors qu'au final, là, les investissements dans les plans de relance qu'on a pu voir, le gouvernement canadien, lui, annonce vraiment d'injecter de l'argent dans de nouveaux secteurs d'activité, dans ce qui est l'autonomie alimentaire, dans ce qui est l'agriculture verte, là, en ce moment, je lisais hier comme un gros investissement dans une usine de véhicules électriques pour fournir à la demande. On arrive finalement à faire ce que dans ce flou, on peut réinjecter, on va dire, des fonds dans d'autres domaines et on peut vraiment avoir un impact finalement et sur une évolution peut-être plus rapide.
Donc oui, certes, on passe un moment très difficile, très anxiogène, mais si on se sert de ce temps-là qu'on a en ce moment pour réfléchir et collaborer, je reste persuadé qu'il va y avoir des nouvelles opportunités, un nouveau mode de fonctionnement, de voir les limites aussi de certains fonctionnements passés qui étaient plus une question d'habitude et parce qu'il y avait une peur de prendre certains risques. Là, on n'a pas le choix de prendre des risques et on se rend compte que tout ça va pouvoir avoir un impact. Mais pas seulement en termes logistiques et organisationnels, c'est qu'il va y avoir forcément un impact, et encore plus dans nos secteurs culturels, sur la créativité. C'est ce qu'on vient de vivre ou ce qu'on vit, ce qu'on traverse en ce moment. C'est clair que les scénarios qui vont sortir dans les prochains mois ou dans les prochaines années, ou les films qui seront terminés par rapport à ça, n'auront rien à voir avec des films qu'on aurait faits avant la crise. Il va y avoir des remises en question d'ordre peut-être, comment dire, plus global, collectif, mondialiste, mais sur un autre point de vue. Je pense que on est dans un secteur, on a la chance aussi d'être dans des secteurs les plus inventifs et les plus ingénieux avec peu de moyens. Donc je pense que on doit garder confiance en cette industrie-là, autant au niveau des entrepreneurs que des créatifs, des cinéastes, mais de tous secteurs confondus, pour aussi contribuer à cette recherche de nouvelles alternatives et de nouvelles solutions, non pas pour qu'on vive dans un environnement pire qu'avant, mais dans une, comme on dit, nouvelle réalité qui soit plus en adéquation avec des besoins actuels. Et moi, je me rends compte aujourd'hui, même en étant et en montant cette édition à distance, je me rends compte des limites, évidemment, quand on est sur l'aspect production concrète. Là, c'est plus complexe de ne pas être sur le terrain, mais je parle beaucoup plus au niveau du système, au niveau de l'ensemble du fonctionnement de tous les secteurs d'activité. Il y a des choses vraiment à apprendre. On apprend très vite, beaucoup. Là. Moi, j'ai appris beaucoup. C'est complètement différent. Et je pense qu'il faut vraiment essayer de sortir ces points positifs, de voir comment on peut les adapter et continuer avec, qu'il y ait comme une crise ou pas. Donc je reste, oui, en effet, très triste et attristé par ce qui se passe en ce moment, mais très optimiste par rapport à l'avenir. Et je pense que c'est maintenant qu'il va falloir vraiment commencer à discuter évidemment de plans de relance, pas seulement économique, parce que ce n'est pas notre spécialité non plus, mais d'un point de vue organisationnel, de prendre cette possibilité d'être en télétravail ou coincé pour être un peu comme être sur une montagne et voir un peu l'ensemble de notre industrie un peu plus avec du recul et en disant mais ça fonctionnait plus. Ça, c'est intéressant ce qu'on vient d'essayer cette année, il faut qu'on continue avec ça. Et je trouve ça assez passionnant justement de pouvoir avoir ces échanges et de repartir avec une nouvelle vision, peut-être plus inclusive, plus collective, je ne sais pas. Mais je trouve ça passionnant, cette réflexion. Voilà. Bon, merci. Merci pour cette finale passionnée. Et je voulais remercier tous les conférenciers d'avoir participé. Et on continue le forum, on continue avec beaucoup d'énergie jusqu'à la fin du festival, jusqu'à la fin 2020, jusqu'à les années qui viennent. Et merci, on continue à se voir en Zoom ou on espère bientôt ailleurs. Merci. Merci beaucoup.